Si vous n'avez jamais entendu le nom de Ridley Scott, il est quand même fort probable que vous soyez quand même tombé sur un de ses films. Il a réalisé Alien, Gladiator, Thelma et Louise, ou encore Christophe Colomb avec Gérard Depardieu. En 1982, Riri décide d'adapter un des romans de Philippe K. Dick, dont les romans ont été adaptés par exemple en Total Recall, en Minority Report, mais aussi en Truman Show et en Paycheck avec Ben Affleck. Le choix de Ridley Scott porte sur le roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Et je le soupçonne de l'avoir choisi pour le titre. Sauf que là, immédiatement, énorme boulette, le titre il le change. Ça deviendra donc Blade Runner, un film noir de science-fiction, avec dans le rôle titre Harrison Ford. Autant dire que sur le papier, c'est la classe. Surtout que le film aborde une question fort facile, être humain, ça veut dire quoi ? Le film est considéré comme un chef-d'œuvre visionnaire tant par son look que par son histoire, sauf qu'à la sortie, les producteurs ont tenu à souligner que les spectateurs, c'était quand même pas toujours des flèches. Donc au choix, fallait rajouter des voix off partout, ou alors des scènes coupées avec un type dans un camion et des maquettes. Évidemment, quand il s'agit d'être vraiment novateur, y a plus personne, donc on a une droit à une grosse voix off bien pétée. Il faudra attendre la sortie du Director's Cut en DVD ou cassette pour que tout le monde se prosterne enfin devant la grandeur de l'œuvre. Toujours est-il qu'en 2017, Denis Villeneuve se décide à sortir une suite à un film qui a non seulement fait un bide à sa sortie, mais surtout qui est considéré comme une pierre angulaire du cinéma moderne, puisqu'il a influencé tout un pan de la science-fiction cyberpunk, avec par exemple Matrix ou Cowboy Bebop. Donc déjà que c'est pas toujours facile d'être une suite, le problème de Blade Runner 2049 c'est, peut-il être à la hauteur de son prédécesseur ? Alors si je devais résumer Blade Runner 2049 sans trop spoiler, je dirais que c'est l'histoire de K qu'on paye à buter des esclaves. Mais c'est des esclaves qu'on crée de manière artificielle. C'est ce qu'on appelle des réplicants. Donc ça va, c'est pas des vrais esclaves, hein. Et un jour qu'il traque Drax, il découvre qu'une réplicante a réussi à avoir un enfant, ce qu'on n'avait jamais vu avant. Le chef opérateur, c'est Roger Deakins. Il a travaillé sur No Country for Old Men, il a travaillé sur Skyfall, il a travaillé sur Sicario. Le chef op, pour ceux qui savent pas, c'est lui qui est responsable des éclairages qu'on va foutre sur le plateau. Parce qu'on peut pas tous se permettre de juste foutre des guirlandes. Si vous payez votre place de cinéma en vous disant que c'est pour aller voir des choses qui méritent d'être vues sur grand écran, il faut aller voir Blade Runner. Le réalisateur c'est Denis Villeneuve, il est connu pour avoir fait Sicario, Enemies, Prisoners et récemment Premier Contact. Il est considéré comme un des réalisateurs les plus doués de sa génération parce qu'il arrive à combiner les montées de tension très lentes et très maîtrisées avec les moments d'action très brutales et très naturalistes. Et non pas naturistes, ce qui n'a rien à voir. Donc on a affaire à un film qui est très soigné d'un point de vue rythmique et d'un point de vue esthétique. L'autre gros point fort du film, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir maté Blade Runner pour le regarder. Et il y a des gens dans ce cas-là, donc fais pas cette tête d'offusqué. Donc la question que tout le monde se pose, c'est comment ça se fait que tout le monde ne soit pas foudroyé par le génie de ce film ? Et tout simplement parce que pour apprécier pleinement ce film, il faut avoir une sensibilité à sa poésie, à son esthétique, à ses thèmes. Alors est-ce que ça veut dire que moi-même je suis doté de cette hypersensibilité ? Non, pas du tout. Absolument pas. Non, je dois même mettre un tout petit peu con parce que j'ai pas du tout saisi le génie là-dedans. Pourtant, j'ai suivi sur Denis Darko et c'était pas gagné. Et j'ai même survécu à cette merde. Et c'était encore moins gagné. Je reviens pas du tout sur ce que j'ai dit. C'est beau, c'est maîtrisé, c'est esthétique. Je sais pas si en 4. Ambitieux, voilà, c'est ambitieux. Parce que ça essaye de reproduire ce qu'a fait le premier, mais ça y arrive pas vraiment. Denis Villeneuve, il est beaucoup moins plaisant que Ridley Scott. Et c'était pas gagné. Et en fait, son esthétique, elle est assez mécanique. Ne serait-ce que dans son choix de direction d'acteur. On retrouve Ryan Gosling, et là où il a prouvé à tout le monde qu'en fait, ça avait vraiment joué, et que cette tête, s'il faisait exprès de l'avoir, il l'a refait. C'est un choix pour montrer que la ligne entre humanité et machine, elle est très très fine. Mais du coup, tu perds beaucoup en identification. Dans le précédent, même les réplicants, ils avaient quelque chose de passionné. Ils étaient motivés par un but. Même le méchant de fin, Roy Batty, c'était quelqu'un qui voulait plus de vie, donc qui était animé par un truc. Et même en termes d'expression faciale, t'avais affaire à un humain. Et avoir un super méchant qui est un peu complexe, ça rendait Harrison Ford aussi très intéressant. Comparé à Ryan Gosling, que du coup j'aime beaucoup à cause de Nice Guys, mais qui là, te laisse pas l'opportunité de t'attacher à lui. Surtout que là, l'antagoniste c'est Jared Leto. Il est sûrement très convaincant en transsexuel, mais là il est naze. Apparemment, être méchant ça lui réussit pas. Alors je veux pas revenir sur Suicide Squad, parce que là d'où je viens, on fera pas les gens qui sont par terre, mais c'est le genre de personne qui rit fort dans le noir,
qui parle tout seul pour dévoiler son plan. Non et puis vas-y chante pendant qu'on y est, t'es un méchant Disney, en plus t'as un groupe de rock. C'est comme ces sangsues qui volent pour te regarder, enfin ça n'a aucun sens. Ça prouve juste que t'as un truc technologique, c'est joli, mais ça sert absolument à rien. Si on extrapole, et c'est un problème du film, on peut dire qu'il est aveugle et les yeux, c'est un thème récurrent dans Blade Runner. C'est comme ça que dans le premier, on arrive à comprendre que les réplicants sont pas des humains. Donc si vraiment on cherche A, ça veut dire que lui-même est pas vraiment humain parce que dans ses yeux, il y a rien qui se reflète parce que les yeux, c'est le miroir de l'âme, blablabla. Après, si on va encore plus loin, on peut dire que les roues ont forcément une âme parce que bon, ils ont des yeux. Voilà, c'est ça le défaut du film, c'est que je suis obligé d'extrapoler sur le fait qu'il soit aveugle parce que le film, il adresse jamais ça. C'est là, tu t'en fais ce que tu veux, mais c'est à toi de tirer tes propres conclusions. Le principe du cinéma, c'est montre mais raconte pas. Sauf que là, on te montre rien du tout. Tu peux pas m'envoyer à la maison avec un puzzle aussi. Et Sasbear, c'est pareil. C'est exactement le même personnage que dans Deadpool. Alors pour un film qui essaie de prouver que les machines elles ont une âme et que c'est des vrais humains même si elles sont pas passées à travers un vagin, bah là c'est zéro. Alors pareil, si on extrapole on peut dire que parce que les réplicants c'est presque des humains, elle a la cruauté gratuite que pour avoir un humain. C'est nul. Et la preuve que tu peux fournir quelque chose d'ambigu et de satisfaisant, c'est toute l'intrigue qui tourne autour de Choi, jouée par Ana de Armas. Je suppute que c'est comme ça qu'on prononce son nom. C'est un hologramme, elle a même pas de corps et pourtant elle a l'air plus humain que tout le reste. Donc ça aborde la thématique des IA programmés pour obéir. Est-ce que ils sont tellement bien programmés que donnent l'illusion qu'ils font ce qu'ils veulent, ou est-ce qu'ils ont vraiment un libre arbitre? C'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin forcément d'un carton pour tout nous expliquer, ni même d'une réponse, mais juste d'éléments pour nous mettre sur la piste pour pas qu'on soit en roue libre. Mais pour en revenir au personnage de Gosling, on a du mal à le cerner. Dans le bouquin de John Truby, ce bouquin c'est un peu comme la Bible. T'as pas besoin de forcément croire, mais ça apporte des éléments de réponse. On distingue 3 points importants: le désir, les faiblesses et le besoin. Le désir, c'est ce après quoi le personnage principal court. Et là, c'est après l'enfant qui est né de la réplicante. La faiblesse, c'est un truc qui manque au héros et qui lui fait du mal. Gosling, on a du mal à cerner s'il y a un problème dès le début, 6 premiers milliards. Et c'est pour ça que quand il craque son slip, ça m'a laissé froid parce que ça sort de nulle part Avant, on n'a aucune idée que ça allait pas. Et après, il fait toujours la même tronche. Alors, tu te dis que le type, il en a rien à battre. Ça le change pas. Ça le change dans ses actions, mais ça le change pas dans ses émotions. Ou en tout cas, dans les émotions qu'on voit. Alors que putain, même dans Terminator 2, Schwarzenegger, en faisant rien, t'avais l'impression qu'il avait eu un changement. Et on parle de Schwarzenegger, hein. La froideur globale, ça rend tout moins prenant. C'est pour ça que l'affrontement final, c'est assez plat, parce que tu t'attaches jamais à Gosling. Perso, j'étais même pas sûr que ce soit un climax. C'est comme quand tu découvres qu'il y a une rébellion. La rébellion, t'en as rien à battre, parce que ça arrive comme ça, au pif presque. C'est le genre de moment qui arrive super rapidement, alors qu'on est droit à 5 minutes de remake d'une scène de heurts qui nous met tous mal à l'aise. Alors ça essaie d'être moins glauque et moins perturbant. Mais ça marche pas. Et de 5 minutes de Descartes qui a l'air de plus vouloir frapper les gens que vraiment parler. Et sur cette scène, t'as le droit à seulement 30 secondes de conversation qui aboutit sur rien du tout. C'est comme le twist. Le twist, il est bien amené, il est maîtrisé, mais ça change rien. Parce que Gosling, il fait exactement la même tête qu'il a fait tout le long du film. Les enjeux autour de lui sont très grands, mais les enjeux pour lui, tu les captes pas. Et du coup, la scène finale ultra sentimentale, c'est complètement déconnecté du reste. D'ailleurs, c'est étonnant que ce soit un message aussi sentimental, vu que le film fait l'effet d'un gros iceberg sociopathe. Je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre, parce que déjà, je pense qu'on dit le mot chef-d'œuvre trop souvent. Moi-même, j'ai dû dire le mot chef-d'œuvre beaucoup. Chef-d'œuvre. D'une manière vague, le chef-d'œuvre, c'est un film qui marque l'histoire. Autant dire que là, c'est pas vague, c'est carrément flou. Complètement flou. Complètement flou. D'un point de vue personnel, le chef-d'œuvre, c'est un film qui te tient du début à la fin, qui te raconte des trucs assez intéressants sans que tu t'en rendes compte. Pour que même les gens qui disent « j'ai pas envie de me prendre la tête » et que ceux qui disent « non oui, c'est un film reptilien », soit à peu près d'accord, mais tout le monde a une définition différente du mot chef-d'œuvre. Il y en a qui disent que c'est des films qui créent une émotion intense, il y en a qui disent que c'est un jeu d'acteur qui est bouleversant, il y en a qui disent que c'est une innovation du réalisateur, et puis il y en a qui disent que c'est un film qui arrive à combiner le Big Bang, un plan sur des dinosaures et Brad Pitt qui plante une salade.
Come on, hit me. Come on. Tout ça pour vous dire que Blade Runner 2049 est un assez bon film avec une très belle photographie et beaucoup d'ambition, mais qui plaira pas à tout le monde. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, et si par hasard j'ai rien compris du tout. Flou de toi, complètement flou en moi. Mais qu'est-ce qui nous arrive?